Donc, on va parler de la géothermie en Tunisie, potentiel et perspective d'exploitation. En fait, c'est un travail qui a été élaboré par toute une équipe dirigée par le professeur Hamd Moundir dans le cadre de plusieurs activités contractuelles et collaborations scientifiques. On a commencé activement, bien sûr, cette action dans le cadre du projet Géothermie du Nord en 92, puis on a entamé le projet étape avec bien sûr la relation entre hydrogéothermie et accumulation d'hydrocarbures, et on a bien sûr enchaîné avec 15 sites hydrothermaux dans le cadre d'une bien sûr convention d'études avec l'Office du thermalisme. Des échanges, des réflexions, des idées ont été bien sûr assurés par les collègues bien sûr européens dans le cadre des projets CNCU, les collègues canadiens dans le cadre des projets FICU et les collègues marocains bien sûr dans le cadre des conventions tuniso-marocaines. Mais avant de présenter notre expérience dans le domaine thermal, j'aimerais bien définir quelques, bien sûr, terminologies spécifiques à la géothermie, du moment que parmi les assistants, il n'y a pas de géologues, et j'aimerais bien que tout le monde suive, bien sûr, notre intervention. Donc, lorsqu'on parle de géothermie, on parle bien sûr de la répartition de la température et surtout l'exploitation d'énergie terrestre de façon économique. Notre globe terrestre, il est constitué d'enveloppes concentriques et de la surface vers le centre, on trouve la croûte, le manteau, le noyau externe et le noyau interne. Et on sait déjà que plus on gagne en profondeur, plus la température augmente à raison de 30 degrés C par kilomètre. C'est une valeur moyenne qu'on a publiée bien sûr au gradient géothermique moyen mondial, mais cette valeur peut varier selon l'endroit ou le lieu géographique de la région étudiée, selon la profondeur de la source de chaleur et selon bien sûr les caractéristiques physiques des terrains surmontant cette source de chaleur. Et on pense essentiellement à l'épaisseur de cette couverture et à sa conductivité thermique. On a estimé le flux de chaleur observé à la surface aux alentours de 3,10 exposant 10 kW avec une valeur moyenne d'environ 60 mW par mètre carré. Et on a essayé de quantifier la quantité de chaleur ou l'énergie qu'on peut bien sûr tirer de 2 premiers kilomètres de profondeur, et on a trouvé qu'ils peuvent atteindre presque 2000 fois l'énergie qu'on peut avoir de tous les combustibles fossiles, vu l'intérêt bien sûr de l'énergie géothermique. Comme pour les champs pétroliers, on définit aussi le champ géothermique qui est caractérisé par une entité géologique définie par une source de chaleur, et généralement c'est une, bien sûr, intrusion magmatique, des terrains conducteurs pour faciliter l'acheminement de cette énergie vers la surface ou vers des faibles profondeurs, un aquifère ou une zone fracturée pour, bien sûr, faciliter le transfert de chaleur, puis une source de l'alimentation pour, bien sûr, équilibrer le système réservoir et une couche de couverture pour atténuer au maximum la déperdition calorifique. On définit aussi un réservoir, bien sûr, par ses caractéristiques hydrodynamiques et la quantité, bien sûr, de chaleur ou la température qu'on peut avoir au niveau du fluide géothermal. Et selon cette température, on peut utiliser cette énergie calorifique dans plusieurs domaines, essentiellement la production d'électricité. Malheureusement, on est trop loin en Tunisie. Pas mal d'utilisation industrielle, en agriculture, surtout pour le chauffage des serres, l'aquaculture, le chauffage urbain, la balnéothérapie et la liste continue. Et en Tunisie, on s'est limité uniquement à l'agriculture, le domaine agricole et la balnéothérapie. Sur le plan géologique, la carte bien sûr géologique de la Tunisie montre qu'il s'agit bien sûr des terrains ou des séries sédimentaires allant du Permien jusqu'au Quaternaire et avec peu de pointements localisés juste au nord du pays. Elle montre aussi une variété considérable des styles tectoniques avec une complication progressive en allant du sud-est vers le sud-ouest avec l'individualisation de plusieurs bassins sédimentaires caractérisés chacun par son évolution géologique, sa lithologie, sa géométrie et ses dimensions. En faisant tous les rapports, bien sûr, des travaux antérieurs, on a constaté que toutes les études géologiques, hydrogéologiques, les prospections, bien sûr, sismiques et les forages pétroliers
témoigne et confirme bien l'existence des structures géologiques prometteuses, aussi bien pour l'eau que pour le pétrole. De plus, la Tunisie elle présente un potentiel thermominéral très important, avec plus de 90 manifestations d'eau thermominérale réparties sur tout le pays. Et on voit nettement que les sources les plus chaudes se localisent essentiellement dans la partie septentrionale, donc la couleur rouge, et elles retracent pratiquement les traits structuraux, ou les principaux traits structuraux du pays, à savoir l'accident Kapsera Ghardimao, donc Porso, la structure atlasique, la faille, le Ham, Merv, etc. Mais malheureusement, on continue à dissiper gratuitement cette énergie dans l'atmosphère. Et on s'est posé la question sur l'origine de ces eaux thermales et des eaux chaudes qui se manifestent à la surface sous forme de sources thermales et la possibilité d'évaluer le potentiel en eau profonde et chaude. À signaler que l'évaluation des ressources hydrogéothermales nécessite de bonnes connaissances de la répartition de la température terrestre, des caractéristiques chimiques des eaux, de l'hydrodynamisme du système aquifère et des caractéristiques pétrophysiques du réservoir en question. Et pour ce faire, on a adopté une approche multidisciplinaire, c'est l'approche hydrogéothermique qui s'articule sur les deux paramètres essentiels, la température et l'hydrodynamisme ou la circulation des eaux souterraines. Cette méthode synthétique intègre toutes les informations géologiques, structurales, géophysiques, hydrogéologiques, etc., même si, bien sûr, obtenues dans d'autres fins ou dans d'autres objectifs tels que l'exploration pétrolière. Et ces informations peuvent être complétées par des mesures de température, par des analyses isotopiques, l'évaluation du gradient géothermique et celui, bien sûr, du flux de chaleur. Et on a commencé par, bien sûr, traiter les données de température de faible profondeur et on a inventorié 250 forages ou puits d'eau et miniers couvrant presque le centre et le nord tunisien. La profondeur varie entre 30 et 500 mètres, c'est pour cette raison qu'on a bien sûr attribué le caractère faible profondeur et on a supposé que le forage est en équilibre thermique pour pouvoir mesurer la température tous les 5 mètres de profondeur à l'aide d'une sonde de résolution de 0,01 degré C. Donc on voit la précision bien sûr de cette sonde. Et pour chaque forage, pour chaque puits, on a essayé de réaliser un profil, ce qu'on appelle le profil thermique. Le déploiement de tous les profils thermiques nous a permis de les classer en 3 catégories. Le premier, ou la première famille, montre une certaine linéarité, bien sûr, de la température en fonction de la profondeur, montrant que ce point d'eau échappe de tout facteur de perturbation de répartition de la température. Le deuxième, il montre plutôt un refroidissement en allant vers, bien sûr, le bas, en gagnant en profondeur, puis on rejoint le gradient normal. On rejoint pratiquement le gradient normal. Ensuite, le troisième montre un réchauffement brusque, même à différentes profondeurs, et puis on rejoint pratiquement le niveau normal. Et placé par rapport aux limites hydrodynamiques des réservoirs, il s'est avéré que les zones de décharge sont caractérisées par des anomalies positives correspondant à une remontée d'eau chaude et, bien sûr, la présence des sources thermales. Alors que les zones de recharge sont plutôt caractérisées par des anomalies négatives indiquant une infiltration d'eau météorique froide. Et pour bien appréhender cette relation entre, bien sûr, la température et le dynamisme des systèmes aquifères, on a élaboré le modèle schématique suivant. Et on voit nettement que les eaux pluviales s'infiltrent avec une température relativement faible au niveau des zones de recharge, gagnent en profondeur, se réchauffent sous l'effet du gradient géothermique régional, puis remontent au niveau des zones de décharge et se manifestent comme des sources ou sous forme de sources chaudes. Les zones de recharge sont caractérisées par des anomalies négatives, alors que les zones de décharge sont plutôt positives. Au centre du bassin, les points s'échappent de tout facteur de perturbation de la température et on voit nettement une certaine linéarité au niveau du profil thermique.
bien que ce modèle mérite d'être amélioré, mais il peut orienter quand même l'exploration, bien sûr, des ressources hydro-géothermales en Tunisie. Donc, ensuite, on a entamé, bien sûr, l'étude de température de grande profondeur, et on voit nettement une bonne couverture de la Tunisie par les forages pétroliers. Et à l'aide de 1624 valeurs de température sous forme de VHC et d'IST, obtenues de 312 forages répartis sur toute la Tunisie, on a pu déterminer aux valeurs de gradient géothermique ponctuels. Ces valeurs nous ont permis d'élaborer la carte du gradient géothermique pour la Tunisie, qui varie, dont la valeur varie entre 25 et 52 degrés C par kilomètre. Et on remarque surtout que la partie septentrionale elle est caractérisée par des valeurs les plus élevées, alors que la partie méridionale par les valeurs les plus faibles. Mais le plus important, en superposant la carte de localisation des champs pétroliers et la carte du gradient géothermique, il s'est avéré que les champs pétroliers se localisent essentiellement dans les zones à gradient géothermique élevé. Et on a pensé à corréler l'âge des réservoirs pétroliers en fonction, bien sûr, de ce gradient géothermique. Et il s'est avéré que les réservoirs les plus anciens corrèlent parfaitement ou se localisent, bien sûr, essentiellement dans les zones à gradient géothermique faible. En revanche, les réservoirs les plus récents, bien sûr, corrèlent parfaitement avec les gradients géothermiques les plus élevés. De plus, on a essayé de voir aussi la relation entre la répartition, bien sûr, des hydrocarbures ou la concentration des hydrocarbures et l'hydrodynamisme des systèmes aquifères. Et à l'aide des esquisses isométriques de l'aquifère absien, on a constaté que les accumulations d'hydrocarbures se localisent essentiellement au niveau des zones de convergence. Donc là, c'est la Tunisie centrale, ici le golfe d'Hammamet, le golfe de Gels, etc. Alors que pour les zones de décharge, on n'assiste plus à une concentration d'accumulation d'hydrocarbures, mais plutôt à des suintements des huiles en surface. Et la relation entre hydrodynamisme et accumulation d'hydrocarbures s'avère bien sûr plus confirmée. Et pour, bien sûr, bien maîtriser la relation entre les différents paramètres de température, hydrodynamisme et accumulation d'hydrocarbures, on a essayé de schématiser les trois, bien sûr, le comportement des trois paramètres dans le diagramme synthétique suivant. Et on voit nettement que pour un bassin symétrique avec deux aires de recharge, les eaux vont jouer, bien sûr, en s'infiltrant, le rôle de piston et va essayer de chasser les hydrocarbures et les emmagasiner dans le centre. Cette, bien sûr, structure va être associée par une anomalie géothermique positive. Dans le cas contraire d'un bassin, bien sûr, dissymétrique, avec une zone de recharge et une autre de décharge, même s'il y a des huiles, donc, elles seront lessivées et charriées par l'eau jusqu'aux zones de décharge et se manifestent sous forme, bien sûr, des suintements d'huile. Bien que ce modèle mérite bien sûr un certain approfondissement, mais je pense qu'il peut orienter les travaux d'exploration pétrolière et surtout le premier cas. Donc, suite à cette, bien sûr, approche synthétique, il a été possible de cerner ou de délimiter 8 ensembles, 8 unités hydrogéothermiques, et on a commencé par la partie septentrionale de la Tunisie. Donc, chaque unité est caractérisée par son gradient géothermique et son flux de chaleur. Et on a remarqué que les valeurs du gradient géothermique et du flux de chaleur sont nettement supérieures à la valeur moyenne. Ça montre bien que la Tunisie a des potentialités très très importantes en termes d'énergie géothermique. Et on a remarqué aussi que l'extrême nord-ouest, c'est le secteur numéro 5, qui est dépourvu d'informations, bien sûr, de grande profondeur, surtout il est peu attractif par le pétrolier. Il est très très intéressant en termes, bien sûr, d'énergie géothermique. Et on le considère comme étant le plus promoteur d'énergie géothermique en Tunisie. Donc, suite à cette subdivision, bien sûr, on a essayé d'approfondir nos connaissances sur les différentes unités. On a commencé par travailler par bassin. Donc, connaissance du gisement, démarche optimisée pour sa protection et sa gestion. Et pour atteindre, bien sûr, cet objectif, on a adopté une approche pluridisciplinaire allant de la géologie simple, bien sûr la géologie de terrain, jusqu'à la gestion et la protection de la ressource. En fait, les géologues de terrain, il est censé de, bien sûr,
de nous permettre d'avoir une idée sur la structuration des bassins et déterminer les différents réservoirs potentiels. Les géophysiciens, avec des outils sophistiqués, ils nous donnent une idée plus claire, bien sûr, de surface, et ils peuvent quand même vérifier le modèle avancé par le géologue. L'hydrochimiste, il intervient au niveau de la caractérisation physico-chimique des eaux et la définition de la nature lithologique du réservoir d'origine. Les géothermiciens, à son tour, ils estiment la température du réservoir d'origine et la profondeur correspondante, et il peut aussi vérifier les limites, recharge et décharge, bien sûr, du système aquifère. L'hydrogéologue, ayant confiance à tout ce qui précède, il essaie de synthétiser tous les résultats et d'esquisser un modèle du fonctionnement hydrodynamique du système aquifère. Si ce modèle s'avère cohérent et surtout convaincant, donc à ce moment-là, on peut jongler avec la modélisation et suivre l'évolution spatio-temporelle des différents paramètres, à savoir les paramètres physico-chimiques et hydrodynamiques. Ensuite, on peut programmer, bien sûr, l'exploitation de la ressource, tout en maintenant une gestion et protection qu'on espère toujours durable et optimale. Donc, cette approche multidisciplinaire a été, bien sûr, utilisée pour intéresser plusieurs sites hydrothermaux répartis sur tout le pays. Mais pour la commodité, bien sûr, de l'exposé, on va juste présenter le cas de Hammam Hadej. Très rapidement, donc, le potentiel monothermal de Hammam Hadej. Donc, l'emplacement, bien sûr, géographique, la source émerge presque à une quinzaine de kilomètres de la ville de Meknès, avec une température d'environ 37 degrés C, un débit naturel d'environ 5 litres seconde et une salinité d'environ 3,5 grammes par litre. Donc, le contexte géologique, il s'agit d'une, bien sûr, structure synclinale, limitée par Jebel Meloussi au nord et Jebel Bouhine au sud, et la colonithostratigraphique qui nous permet de sceller ou de cerner les zones, les réservoirs de plus potentiels, que ce soit pour l'énergie ou pour l'eau. Ensuite, la géophysique permet bien sûr d'avoir une idée plus claire sur le subsurface. Ensuite, le traitement intégré de toute l'information, de toutes les informations hydrochimiques, IRG, donc, et puis bien sûr la géothermométrie, qui permettent en fait de rattacher le point d'eau ou la source à son réservoir d'origine. Si le modèle, bien sûr, s'avère cohérent et convaincant surtout, on peut proposer des scénarios d'exploitation et cerner les zones les plus considérées les plus favorables à l'exploitation et avec des scénarios d'exploitation. Et en fonction du point à retenir, on peut bien sûr proposer la protection des périmètres, la délimitation des périmètres de protection. Donc voilà, en synthèse, on peut dire que la Tunisie présente un potentiel monothermal très important et que les aquifères prometteurs pour l'eau méritent une attention particulière pour leur évaluation. Le secteur étudié présente une méthodologie à suivre pour les autres sites afin de bien caractériser leur potentiel hydrique et surtout énergétique. Et on peut dire aussi que le développement du secteur hydrothermal, c'est une œuvre de longue haleine, s'étalant sur plusieurs décennies. Il ne faut donc pas raisonner à trop court terme en espérant une rentabilité immédiate. Ça nécessite surtout la connaissance du potentiel hydrothermal, la connaissance des besoins et la sélection d'axes prioritaires, la mise en œuvre d'une politique de développement du secteur thermal en Tunisie et comme pour plusieurs autres, bien sûr, secteurs, beaucoup reste à faire pour le secteur thermal tunisien. Et avec la base de données consistante et les compétences formées en domaine, bien sûr, thermal, je pense qu'il est actuellement possible d'établir un plan directeur de la géothermie dont le rôle sera donc d'établir un recensement et un inventaire exhaustif des potentiels régionaux touchant les domaines des eaux thermales, mettre sur pied une véritable politique de recherche pluridisciplinaire performante avec un organe de coordination et d'orientation des travaux et enfin faire le point à l'échelle de chaque gouvernance sur ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire, les priorités et les moyens à mobiliser à court, à moyen et à long terme. Je pense que les idées ne manquent pas, mais il faut mutualiser les moyens pour arriver à les
concrétiser. Et merci pour votre attention. C'est une présentation assez exhaustive et je pense que nous reviendrons peut-être sur cet aspect-là s'il y a des questions, à moins que... C'est bien des questions précises parce que si ça veut nous quitter, il a des engagements, donc on lui laisse 5 minutes, un peu d'intervention, à mesure où vous avez des questions. Merci pour l'exposé. Tout d'abord, je voudrais savoir la salinité de 3,6 grammes pour litre. Est-ce que c'est lié à la haute température ou comment ça s'explique? Est-ce que c'est le cas pour d'autres sources thermales? Donc, l'acquisition de l'alcalinisation pour la salinité dépend de plusieurs facteurs. Il y a plusieurs mécanismes qui interviennent en jeu, mais essentiellement les interactions eau-roche. Tout dépend de la nature lithologique de l'encaissant, c'est-à-dire du réservoir. On peut avoir une différenciation au niveau de la salinité. La température y joue un rôle très important, mais ce n'est pas, bien sûr, le premier responsable de cette salinité. On peut avoir différentes salinités en fonction, bien sûr, du circuit hydrothermal, en fonction du cheminement, en fonction des interactions, en fonction des échanges de base, bien sûr, s'il y a des intercalations marneuses ou argileuses, mais on ne peut pas, bien sûr, assurer toujours la même salinité. On peut avoir des salinités, malheureusement, bien sûr, faute de temps, mais j'ai préparé exposé pour 30 minutes, parce que c'est programmé pour 30 minutes. Et à la dernière minute, j'étais obligé, bien sûr, de réduire un peu le nombre de diapos. Mais je vous donne, juste, si vous permettez, voilà, la source de Hammam Bayara, avec une salinité de 58 grammes litres, voilà. Donc c'est juste une grotte, avec une température d'environ 45 degrés C, un débit, bien sûr, naturel, d'environ 3, mais on peut atteindre même les 10 litres secondes. Et la salinité dépasse presque 2 fois la salinité de l'eau de mer. Contre-exemple, la source de Hammam al-Solar, ou al-Salhin, c'est Abilimtir. C'est la source la plus chaude en Tunisie, elle émerge presque à 73 degrés C et avec une salinité de 0,8 grammes par litre. Donc, il n'y a aucune corrélation entre la salinité et la température. Merci. Juste théorie, on s'intéresse un petit peu à la salinité, on s'intéresse un petit peu à l'agriculture, etc. Mais nous, en tant que l'énergie, on voulait avoir, est-ce que vous avez fait des simulations pour en fait, utiliser cette énergie thermique, si on peut l'utiliser pour avoir être comme étant une chaudière naturelle pour l'électricité, savons que pour une pression et un débit très important pour alimenter les centrales électriques et les marchés. J'ai vu déjà un dossier en Norvège, je crois, ils ont utilisé un gisement, en fait, un gisement, et même c'est forcé, en fait. On donne de l'eau, il se transforme en vapeur, on le récupère, et 470 mégas a priori comme une centrale pour la faire tourner. Parce qu'en Tunisie, on peut utiliser cette technique, surtout que c'est réellement, en fait, on a une chaudière naturelle avec zéro argent à peu près. Donc c'est le coût de l'investissement, c'est le coût déjà du projet tout simplement. Donc on aura pratiquement une tendance vers zéro si on utilise cette source naturelle. Pas une tendance vers zéro quand même, donc il faut être optimiste. Mais je pense que la thermalité au niveau de notre pays, elle est relativement basse à très basse. Et on ne peut pas justifier, bien sûr, la production d'électricité uniquement par l'énergie géothermique. Mais au lieu de chauffer l'eau, bien sûr, au lieu de commencer à chauffer de l'eau à 20 degrés C, bien sûr, on peut commencer à 50. Et déjà, on a gagné une certaine quantité d'énergie calorifique, bien sûr, responsable au chauffage de 20 à 50. Mais produire de l'électricité uniquement, c'est pas grave. On peut produire, bien sûr, pour produire de l'électricité uniquement de l'eau géothermale tunisienne, je pense que c'est encore trop.
En fait, il faut détecter des zones qu'on peut, même s'il n'y a pas de... Ce sont des points chauds, quoi. Oui. Donc on peut faire un forage, un premier forage pour l'alimentation en eau, un deuxième forage juste pour la récupération de vapeur, mais à condition que déjà le point là, oui, c'est un point chaud qui se transforme l'eau en vapeur, tout simplement. Donc c'est une détection. On ne veut pas avoir de l'eau thermale en fait qu'on va l'utiliser, mais il faut détecter des points de chauffage, tout simplement. Quoi. Là, c'est sûr, comme des géologues, vous avez un petit peu faire le... J'ai une question purement générale. Je ne suis pas technicien et je ne maîtrise pas vos sujets, mais j'ai retenu que vous faites allusion à un potentiel important. Oui. Ce potentiel important acquis par vos compétences et d'autres à travers le temps, est-ce que vous lui associez une quelconque valeur économique? Est-ce qu'on peut savoir ce que ça représente comme richesse nationale? Auquel cas, ça pourrait peut-être converger dans vos souhaits dans la présentation. C'est peut-être à partir d'une valorisation économique qu'on peut justifier les actions auxquelles vous faites allusion à la conclusion. Pas une allusion, mais c'est une vérité. Parce que si on, bien sûr, on analyse l'historique de toutes les sources thermales, on remarque que ces sources, bien sûr, fonctionnaient depuis l'époque romaine toujours avec le même rythme. Et c'est-à-dire qu'il y a un phénomène, bien sûr, un système régulateur en profondeur qui assure aussi bien la rechargeabilité et bien sûr la décharge de cette énergie. Donc, si on a bien sûr suivi le même rythme durant 3000 ans ou même plus, je ne pense pas qu'il va s'atténuer d'ici quelques années. Donc, c'est pour cette raison qu'on a attribué le bon potentiel, c'est un très bon potentiel pour la géothermie tunisienne. Et en plus, oui, il faut arriver à, bien sûr, le valoriser tout simplement. Donc, on était bien sûr au stade de prospection, d'exploration et d'évaluation, mais il faut concrétiser. C'est pour cette raison que j'ai terminé avec la dernière diapo. Il y a pas mal d'idées, on a un potentiel énorme, mais il faut arriver à concrétiser. Il faut valoriser ce potentiel. Je vous donne un exemple. Au niveau, bien sûr, du même secteur Hedej, on a un forage qui a été réalisé par les pétroles, c'est le forage Karouba 1. Qui débitait 50 litres seconde avec une température de 50,2 degrés C et avec une salinité presque comparable à celle de l'eau de Hedej, et même inférieure. Mais jusqu'à maintenant, l'eau sort bien sûr gratuitement, c'est distribué gratuitement dans la nature. Et on n'a jamais pensé à, bien sûr, exploiter cette richesse, aussi bien pour l'eau que pour l'énergie. Donc ça reste un problème peut-être politique, ce qui nous dépasse bien sûr. Donc, il y a pas mal de sources et on a commencé avec l'office de thermalisme. Malheureusement, il n'y a pas, bien sûr, de responsable de l'office. On a pensé même à aménager les hammams populaires et les transformer en stations thermales ou, bien sûr, réexploiter cette énergie calorifique pour le domaine agricole et etc. Oui. Oui. Vous avez parlé justement de la nécessité d'une politique de développement énergétique pour concrétiser ces idées. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que cette politique existe maintenant? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Et si elle n'est pas satisfaisante, pourquoi? C'est une question politique, mais je peux vous répondre. Oui, ça existait, mais timidement. Franchement, c'était timidement. Et on est resté au stade de l'exploration et des études, bien sûr, sans même. Et on n'est pas arrivé, bien sûr, à valoriser ce potentiel et bien sûr à l'exploiter bien sûr convenablement. C'est un problème bien sûr administratif, politique, etc. Bien sûr, mais je pense qu'après la révolution, on peut aller plus loin au niveau bien sûr de cette bien sûr politique. Oui. Donc, il n'y a pas de scénario clair pour tout le monde, pour ces stations. Il n'y a pas de assiette. Est-ce que le privé, justement, est-ce qu'il peut investir pour acheter une source géothermale? Est-ce qu'il l'exploite comme il veut? Est-ce que c'est propriété de l'État? Est-ce qu'il va rester indéfiniment propriété de l'État? C'est une propriété de l'État.
et qui est gouverné par l'Office du thermalisme. Il y a des cahiers de charges qui stipulent les manières, bien sûr, d'exploiter cette richesse naturelle. Donc, vous pouvez consulter, donc contacter l'Office du thermalisme, ils ont là, bien sûr, toutes les informations et ils peuvent vous répondre, bien sûr, à tout ce que tu veux. Donc, l'absence du privé, c'est qu'il n'a pas eu satisfaction. Non, c'est le contraire. Ce sont les privés qui exploitent les eaux thermales maintenant. À part les quelques stations, bien sûr, étatiques, et tous les autres hammams, ce sont les privés qui l'exploitent. Mais de façon, malheureusement, anarchique. C'est ça le problème. Donc, il faut remettre en question le scénario d'exploitation. À remettre en question, oui, il faut revoir, harmoniser, modifier, mais remettre en question, c'est point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez proposer des scénarios, justement, d'exploitation? On a proposé pas mal de scénarios pour les sites hydrothermales, parce que chaque secteur a ses spécificités. Et on ne peut pas avoir une assiette qu'on peut utiliser ou qu'on peut l'appliquer pour tous les secteurs. Donc, en fonction du secteur, en fonction des caractéristiques et spécificités de ce secteur, on peut bien sûr avancer des scénarios d'exploitation, de gestion, de protection, etc. Moi, à mon avis, il n'y a qu'une dernière remarque. Je reviens à la charge. Moi, à mon avis, il n'y a qu'une seule et unique méthodologie pour progresser, pour l'intérêt général et faire l'intérêt privé de toute initiative privée. C'est d'associer une valeur économique, monétaire ou mégawatt et dire, voilà, nous avons une richesse qui est estimée à plus ou moins tant % économiquement. Et à partir de là, on peut mobiliser ou susciter des budgets allant vers tout ce que vous avez exprimé à la conclusion. Faute d'avoir ce chiffre, quelle que soit sa valeur et quelle que soit plus ou moins sa précision, on ne peut pas avancer. Or, ça me paraît élémentaire personnellement. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'est qu'on a présenté, c'est un peu général, mais si on analyse en détail les études, bien sûr, spécifiques pour chaque secteur, vous allez bien sûr avoir des réponses pour votre question. Merci. Mais ce n'est pas le moment, je pense que ce n'est pas le moment, c'est propriétaire de l'Office du thermalisme. Ok, donc voilà.